Yo tout le monde, j'espère que c'est bien. Aujourd'hui, le mercredi 25 mars 2026, nouvelle vidéo sur les cryptos. Ça fait une bonne dizaine de jours là, je vous ai pas fait de vidéo. Vous allez voir que ça a été assez calme la première semaine. Et puis là, depuis quelques jours, ça se réexcite au niveau des marchés. On a eu pas mal de nouvelles news. Alors déjà, au niveau, rappelez-vous, du conflit principal qui était US vs Iran. On a eu quelques avancées, enfin plutôt quelques enlisements, j'ai envie de dire. Parce que rappelez-vous, on était parti sur le fait qu'on pouvait avoir une guerre un peu éclair, comme on avait eu avec le Venezuela, qui n'était pas vraiment une guerre, mais plus une opération rapide et efficace. Finalement, du coup, c'est pas le cas. On a Trump et du coup les US qui sont en train de s'enliser un peu en Iran, même si normalement ils ont bien validé l'élimination de leur chef suprême en Iran. Et il y a quand même le truc des armes nucléaires qu'ils n'ont pas encore validé à 100%. Du coup, on voit Trump qui est dans une position où en fait il a beaucoup de mal, alors déjà par son ego et déjà parce que et ça fait une mauvaise image pour les États-Unis, mais il a beaucoup de mal à accepter le fait qu'il est dans un enlisement et du coup il va faire de fausses déclarations pour faire genre que tout va dans le sens des US, alors qu'en fait c'est pas le cas. Et du coup c'est assez ouf à voir, où on a d'un côté les US qui disent tout est sous contrôle, tout va bien, que ça fait des déclarations en mode l'Iran va capituler, et d'un autre côté t'as l'Iran qui dit non pas du tout, c'est pas vrai, et t'as même Israël qui va un peu à l'encontre en fait au final de ce que dit les US. Donc ça fout le bordel. On a eu, vous allez voir, une très bonne réaction du marché à court terme, ça a vraiment explosé quand Trump a dit ça, puis finalement ça a été ravalé, et puis en fait on est un peu dans l'incertitude actuellement parce qu'on ne sait pas exactement si ou pas ce que annoncent les US est réel par rapport à la guerre. On a beaucoup de doutes et en vrai, ça penche plus du côté que c'est plus une mise en scène qu'autre chose. Donc voilà, on a tout ça qui rentre dans la balance. On a aussi, vous allez voir, deux posts sur la macro US que je vous montrais qui sont intéressants et qui ne sont pas forcément très très bullish pour les prochains mois. Aussi, on va en parler très rapidement, mais on a eu une avancée encore majeure dans l'IA. On a Claude, qui est l'une des IA qui est pour l'instant avec Anthropic derrière, qui est plus utilisée. Alors on a toujours ChatGPT avec OpenAI, qui est loin quand même devant parce qu'elle a pris beaucoup de place au niveau mainstream. Mais Claude, qui est maintenant, j'ai l'impression, plus, pas puissant, mais qui est encore plus intéressant que ChatGPT en termes d'IA. Et là, on a Claude qui a annoncé qu'il pouvait prendre le contrôle de votre Mac, prendre le contrôle de votre PC et faire les tâches à votre place. C'est-à-dire qu'il pouvait commencer à rédiger des mails à votre place, trier certains documents, faire des tâches assez basiques, mais que pour l'instant, l'IA ne pouvait pas faire automatiquement. Et ça, maintenant, l'IA Claude, elle peut le faire sans que vous soyez devant le PC, quoi. C'est-à-dire tout seul. Et ça, c'est fou. Parce que ça va remettre en question, du coup, forcément, beaucoup de jobs qui font ça. Et on ne se rend pas compte, mais ça va avoir un impact, forcément, sur l'emploi mondial et sur l'économie mondiale, qui va, du coup, avoir un impact sur les marchés. Donc voilà, ça aussi, c'est intéressant à suivre parce que ça nous concerne aussi un peu tous. D'autant plus nous qui sommes aussi sur les marchés. Bon, du coup, je commence à regarder ça avec les annonces qu'on a eues. Donc, on a la Maison-Blanche qui nous dit que président Donald Trump appelle à une pause de toutes les frappes militaires contre du coup les infrastructures centrales électriques, énergétiques et iraniennes pour une période de 5 jours, sous réserve du succès des réunions et discussions. En gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut une pause de 5 jours. C'est-à-dire que les US vont lancer aucun missile, aucune attaque contre l'Iran pendant 5 jours pour, en fait, si vous voulez, réussir à arriver à une négociation qui sera correcte, en fait, si vous voulez, pour les US et qui va valider ce qu'ils voulaient depuis le début. Alors, en fait, ce genre d'annonce, en général, c'est plutôt bien pour celui qui annonce, parce qu'en fait, il est en train de dire que voilà, il a attaqué, il est en guerre, il fait juste une pause de 5 jours pour pouvoir avoir une négociation et finir la guerre et obtenir ce qu'il voulait de base. Du coup, quand on a eu cette news, les marchés ont plutôt bien réagi. En plus de ça, on a Trump lui-même qui a déclaré que les États-Unis et l'Iran ont eu des conversations très bonnes et productives au cours des 2 derniers jours pour une résolution totale de la guerre. Donc les gars, c'est pas un discours un peu qui tourne autour du pot, c'est plutôt un discours qui est précis et clair. Et vraiment, il dit que voilà, ils ont eu de très bonnes discussions, très productives, et que en plus de ça, ils partent sur le principe qu'ils vont aller dans une résolution totale de la guerre. Donc si vous voulez, quand on a ce genre de news, c'est hyper bullish parce qu'en fait, on arrive vers la certitude on se rapproche de plus en plus de la fin de la guerre, de ce conflit-là en tout cas. Et donc ça enlève cette incertitude de ce conflit qui pourrait envenimer, si vous voulez, l'économie et les marchés. Donc hop, c'est super bullish. Et du coup, d'un coup, qu'est-ce qu'on fait? On explose. Et je peux vous montrer, quand il y a eu la news, regardez, là je suis sur BTC en 15 minutes, même on peut le mettre en 5 minutes si on veut. C'est-à-dire que au moment où on a eu la news de Trump, regardez ça, la bougie qu'on a fait en 1 minute, on a fait boum, on a explosé. Alors forcément, c'est pas à l'échelle de BTC, quand on dézoome en daily, c'est pas grand-chose, mais à l'échelle d'1 minute, on a fait un bon 4% de bougie, donc ça a été direct
à l'impact qu'on a eu sur les marchés. Ce qu'on a eu aussi, ce qui a fait beaucoup de bruit là sur Twitter, c'est qu'on a eu beaucoup d'insiders. On a eu, je crois, pour 1,5 milliard de dollars d'insiders qui sont rentrés, mais genre quelques minutes ici, là, en fait, sur ce niveau-là, juste avant qu'on ait une news. Et dès qu'on a eu une news, bah après, hop, tout a été cut. Et en fait, ça montre que, encore une fois, qu'on a eu sur les problèmes avec Polymarket et avec les mouvements qu'a fait Trump avec ces news, et ben, on a toujours des insiders qui rentrent avant et qui profitent de ce genre de marché. Et ça, du coup, c'est complètement illégal parce que c'est du délit d'initié. Alors, au niveau de la crypto, vu que c'est un peu plus Far West, ça passe un peu mieux, mais voilà, c'est très, très mal vu, en fait, si vous voulez. C'est pas éthique. Et le truc, c'est qu'on sait très bien que c'est lié à Trump, parce que forcément, c'est Trump qui fait ces news, qui fait qu'il fait bouger le marché. Et donc, s'il y a des insiders qui rentrent juste avant, c'est que c'est forcément des gens qui sont au courant de ça et qui sont du coup liés à Trump. Donc voilà, on a tout ça. Donc, tout est beau dans le meilleur des mondes. On commence à repartir à la hausse. Et là, qu'est-ce qui se passe? Personnellement, je le sens pas trop. C'est-à-dire que je vous fais un tweet en disant j'ai aucune confiance en Trump pour ce genre de déclaration. Il dit souvent plutôt ce qui l'arrange que la réalité en fait. Et c'est marrant parce que je vous fais ce tweet en me disant que voilà, moi j'ai pas confiance en Trump parce que à chaque fois qu'il nous fait des trucs comme ça le fait jamais quoi. À chaque fois, tu sens que en fait il y a rien de concret et c'est juste que il va faire son discours en faisant genre que la situation est d'une certaine manière alors qu'elle est tout autre. Et du coup, là, juste après ce tweet, ce qui est trop drôle, c'est que regardez ça, on a le ministère iranien des Affaires étrangères qui dément toute discussion avec Washington, accusant Trump d'acheter du temps alors que les efforts de désescalade régionale se poursuivent. Du coup, on a Trump qui dit que les discussions se déroulent bien, et on a l'Iran qui dit qu'il n'y a, c'est même pas que les discussions se déroulent pas bien, mais c'est qu'il n'y a même pas de discussion. Et du coup, en fait, on a vraiment l'Iran qui va à total opposé de ce que dit Trump. C'est-à-dire Trump est vraiment dans l'optique de dire voilà, ça va super, on va arriver sur la fin de la guerre, l'Iran veut limite capituler, l'Iran veut négocier avec nous, alors qu'en fait, pas du tout. Quoi. L'Iran, ils sont vraiment contre ça à fond, et publiquement, ils disent qu'ils n'en ont rien à foutre des États-Unis, et qu'eux, ils veulent juste, ils sont trop le seum que les États-Unis, ils veulent juste jamais leur donner ce qu'ils veulent. Du coup, on a ça. On a aussi, du côté d'Israël, c'est intéressant parce que les médias d'État iraniens affirment qu'ils n'ont pas été au contact avec Trump au sujet des pourparlers de paix, malgré ces déclarations. Donc ça, c'est pour l'Iran. Et du côté de Israël, ça c'est exceptionnel parce qu'on a le compte Israel Air Force, donc ça veut dire c'est l'armée de l'air israélienne qui me dit que l'armée de l'air a entamé il y a peu une vague d'attaques contre les infrastructures du régime terroriste iranien à travers Téhéran. Et en fait, le timing, les gars, il est fou parce qu'on a l'annonce de Trump qui nous dit que tout va bien au niveau des négociations, que la guerre va être finie. Et une heure après, on a Israël qui nous dit qu'ils sont en train d'envoyer une attaque voilà, avec leur avion de chasse contre les infrastructures du coup iraniens. Et donc ça va complètement à l'opposé des États-Unis, qui eux veulent une négociation et un accord de paix, alors qu'Israël, ils sont en train d'attaquer quoi, une heure après. Et du coup, on se retrouve dans une situation, en fait, on comprend tous rapidement que Trump, en fait, sa déclaration, c'est plus pour faire genre que tout va bien et que tout est sous contrôle et que tout se passe comme prévu, alors que dans la réalité des faits, dans la réalité des choses, c'est pas du tout le cas. Quoi. Et c'est un peu le bordel, et il commence à s'enliser dans ce conflit-là, et que voilà, il essaie de dire quelque chose, mais qu'en réalité, c'est l'inverse qui se passe. Et donc ça, forcément, c'est pas quelque chose de fou pour les marchés, parce qu'en fait, on reste dans une incertitude, encore une fois, où on n'arrive pas à essayer d'anticiper la certitude de la finalité de ce conflit, qui pour l'instant n'arrive pas, même si Trump veut faire genre l'inverse. Ensuite, j'ai quelques posts macro à vous passer. Alors rapidement, on a l'inflation collante, on a une inflation aux US qui ne faiblit pas, et ça c'est pas fou. Alors forcément, c'est dû encore une fois à plusieurs choses, mais rappelez-vous, toute l'année 2025 c'était dû, alors beaucoup à Trump en vrai, parce que c'était dû aux taxes douanières de Trump qui nous cassaient les bonbons pendant une bonne année, où à chaque fois qu'il en rajoutait, ça faisait un impact sur l'inflation qui l'empêchait de descendre. Là, on a aussi le conflit qui impacte un peu tout ça. On a aussi le cours du pétrole qui continue de flamber. Ça aussi, c'est important pour l'économie mondiale. Hein. Quand tu as un pétrole qui explose, forcément, ça a un impact sur tout le monde, toute l'économie. On l'a très bien vu aussi pour le Covid, au moment où c'était même complètement l'inverse. On avait le baril qui était descendu, je crois, à zéro. Donc on a toujours voilà, le taux d'homos qui est bloqué et qui pose problème. Ça n'a pas bougé. Et donc là, on a la Fed qui est un peu piégée, parce qu'en fait, d'un côté, elle pourrait stimuler l'économie en baissant les taux. Du coup, ça permettrait de pallier en fait le manque de liquidité et aussi du coup l'emploi US qui faiblit. Mais ça aurait du coup davantage de conséquences en fait sur plus d'inflation. Donc, en fait, c'est ce problème-là de voilà, encore une fois, est-ce qu'ils baissent les taux, est-ce qu'ils du coup favorisent la liquidité et l'emploi, ou ils vont du coup plus massacrer l'inflation, et ça va être un plus gros problème pour plus tard. Et donc là, pour les projections, on a une seule baisse de taux d'intérêt prévue pour 2026. Et voilà, comme on le dit ici, à mon avis, elle ne viendra pas avant l'été. Donc ça veut dire que là, si ça se trouve,
Rappelez-vous, fin 2025, on parlait d'avoir 2-3 baisses des taux pour 2026 et même une qui arrive avant l'été. Là, il est possible qu'on ait une seule baisse des taux, du coup, pour l'instant de prévu, et que ce soit même pour la fin d'année. Donc, les gars, c'est pas pour tout de suite. Donc, pour ça, je laisserai aller check les chiffres en détail de votre côté. Le deuxième point macro qu'on a, c'est celui-là que je trouve intéressant. J'ai même fait un petit tweet par rapport à ça, en me disant que c'était intéressant et qu'il fallait les check pour une fois parce qu'il était plutôt intéressant et qu'en gros, la macro actuelle renforce mon biais baissier sur BTC. Je ne vois pas un BTC repartir vers des ATH dans ce genre de situation. Je sais qu'envisager un bear market alors qu'on espère depuis plusieurs mois une reprise haussière, c'est très dur à accepter. Mais rappelez-vous que historiquement, en fait, les bear markets, c'est 6 à 12 mois. C'est quand même long. C'est, je sais pas, 2018, c'était voilà, une bonne année, toute l'année 2018, où de janvier 2018 jusqu'à novembre, décembre 2018, on s'est tapé que de la baisse, quoi, jusqu'à arriver au bottom. Et ensuite, commencer à se relancer. Pareil pour 2022, hein. Rappelez-vous 2022, on a commencé à vraiment former notre top fin 2021 et on a posé notre bottom vers décembre 2022 au niveau de FTX. Donc à chaque fois, on se tape des 6-12 mois, même 12 mois en règle générale. Et c'est vrai que là, du coup, si on part du même principe qu'on est en bear market, ce qui est sûrement le cas, en fait, on a commencé à faire notre top vers octobre 2025. Là, on est juste en mars. En fait, ça paraît très peu. Ça paraît très long, je veux dire, tout ce qu'on a vécu là de baisse depuis. Mais quand tu regardes sur l'échelle des bear markets, en fait, on peut baisser encore jusqu'à l'été, voire la fin d'année facile pour poser notre bottom. Après, le truc, c'est, encore une fois, est-ce qu'on est réellement en bear market ou pas? Moi, personnellement, je pense que oui, mais c'est vrai qu'il y a encore pas mal de gens qui pensent que non. Après, encore une fois, voilà, je dis pas qu'il faut être ultra bearish et qu'il faut tout vendre, mais par expérience, évitez de trop vous accrocher en fait à une reprise haussière qui n'arrivera sûrement peut-être pas tout de suite et qui risque juste de vous dégoûter en fait du marché et de ne pas être présent avec des liquidités au moment où il y aura du bottom. Parce qu'en fait, le truc qui se passe, c'est qu'un bear market, ça te lessive et ça t'empêche d'aller chercher le bottom en général, parce que quand tu prends une baisse violente comme on l'a vécu là depuis octobre, donc depuis genre 4-5 mois, et ben en fait, ça fait très mal, mais tu as encore de l'énergie, de la motivation, un petit espoir, si vous voulez, que ça reparte. Et du coup, tu es encore motivé à rester présent sur le marché, à regarder ce qui se passe, à te dire que voilà, ça vaut le coup de recharger, que ça peut repartir, etc. Mais quand ça fait un an, imaginez là, ça fait que baiser jusqu'à fin d'année, bah en fait, au bout d'un moment, tu n'en peux plus et tu lâches et tu craques. Et c'est à ce moment-là où tu as le bottom qui commence à se former. Souvent ça. Et comme d'habitude, ouais, la tendance c'est votre ami. Et en fait, tant qu'on ne repasse pas au-dessus de la FG des 85 000 $, comme j'expliquais dans la vidéo, et qu'on ne passe pas aussi du ruban de moyenne mobile ici en weekly, pour moi, la tendance reste baissière. Et qu'en fait, même si on a un rebond qui dure pendant plusieurs semaines, de plus 10, plus 20, plus 30%, ça ne garantit pas, si vous voulez, un retournement de tendance haussière. Et ça, c'est le piège classique. Vous voyez, voilà, par exemple, je suis en weekly, sur cette charte-là. Là, on a eu, rappelez-vous, le Dead Cat Bones vers 98 000 $. On a eu donc le bottom, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On a eu 8 semaines de rebond. Quand on prend du plus bas ici au plus haut, on doit être peut-être à, je sais pas, 20-25%. Donc 25% de hausse plus 8 semaines de hausse. On peut se dire que ça y est, on peut repartir et on pose au bottom. Mais en fait, non. Vu qu'on est en weekly, on est sur des longues time frames, on est sur des grands mouvements, si vous voulez, de volatilité, et donc on peut se permettre des gros rebonds comme ça et qu'on reste en tendance haussière, baissière, je veux dire. Et là, c'est la même chose, c'est-à-dire que même si là actuellement en weekly, vous voyez, on a un rebond et qu'on a un bottom posé depuis 1, 2, 3, 4, 5, 6 semaines, et qu'on a un rebond là de 20-25% qui se forme, et qu'on va même chercher, imaginons, un rebond de 30% ou 84 000 $, et ben on reste toujours dans une dynamique baissière, parce que la tendance, vous voyez, en weekly n'est pas cassée, et pour casser cette tendance, il faut vraiment passer au-dessus de cet effet weekly à 85 000 et au-dessus du ruban weekly qu'on a ici. Et tant qu'on n'a pas ça, pour moi, on reste dans cette dynamique baissière en weekly, avec toujours cette phase de voilà, baisse, rebond, baisse, rebond. Après, comme j'explique ici, je suis peut-être biaisé parce que personnellement, j'attends d'être en dessous des 60 000, entre les 60 000 et 40 000 $ pour recharger à fond en spot sur BTC. Et surtout, vu que je suis en short depuis les 98 000 à fond et que là je suis repositionné en short, je suis peut-être aussi biaisé par ça. Donc ça, c'est possible. Bon, et petit point du coup sur le post macro que j'expliquais juste avant. Donc ça, c'est le deuxième post macro qu'on vous a fait sur les risques off activés. Et ça, c'est pas ouf parce que nous, on est plus sur les risques on. Les risques on qui sont dans les classes actives, comme par exemple les cryptos, qui sont assez risqués et qu'en général, on va essayer d'activer en fait au niveau de la macro, au niveau du marché, parce que c'est sur lesquels nous on est positionné. Donc les actifs à risque, les actions, les cryptos. Et à l'inverse, les risk off, ça va être les classes actives beaucoup moins risquées, beaucoup moins volatiles en général, et qui sont plus haussières en fait, si vous voulez, dans ce genre de phase dans laquelle on est actuellement au niveau macro. En gros, actuellement, pour faire simple, vous voyez, on est dans un ralentissement économique avec un marché de l'emploi US fragile et une inflation du coup collante, comme je l'expliquais, qui juste avant en fait dans l'autre post macro, on a une inflation qui persiste. Pour l'instant, vous voyez, les data elles sont plus dans le sens que la situation va encore se dégrader pour les mois à venir.
On a eu, en plus de ça, ouais, sur le dernier meeting du FOMC, les projections d'inflation pour 2026 qui ont été rehaussées. Donc, ça veut dire qu'on a la Fed qui anticipe 2,7% d'inflation pour 2026. Au niveau des baisses des taux, comme j'expliquais, ce sera sûrement pour après l'été qu'on risque d'avoir une baisse des taux, même pour plutôt la fin d'année. Et on risque d'en avoir une seule du coup pour 2026. On a toujours les tensions avec l'Iran et les US qui continuent. Même si Trump veut nous faire croire l'inverse, c'est toujours un peu le bordel. Et on l'avait oublié, mais les taxes douanières qui ont toujours un impact réel sur l'inflation. Et ça, en fait, c'est un impact qui s'étale d'autant et qui, j'ai l'impression, s'amplifie aussi avec tout ce qu'on a autour, avec les tensions géopolitiques et le reste, quoi. Et c'est vrai que les taxes douanières, on est limite à les oublier parce qu'en fait, on a Trump qui nous a fait d'autres dingueries entre temps avec les conflits. Mais c'est vrai que les taxes douanières, ouais, ça a commencé il y a quoi? Il y a pile d'un an, un peu plus d'un an. Et toute l'année 2025, il a continué à être compliqué, à être un peu dur en fait avec ces taxes douanières par rapport à l'impact que ça a derrière sur l'inflation. Et le dernier point qu'on a, c'est alors la stagflation est de retour. C'est pas encore validé, mais ça, il faut y faire gaffe quand même. Parce que la stagflation, ouais, c'est ce que craint la Fed aujourd'hui. En gros, on a la remontée du dollar et des taux longs, donc les Treasury Yields, qui, ça stimule à fond, en fait, cette inquiétude par rapport à la stagflation. Alors, pour l'instant, le dollar, vous allez voir, je vais vous montrer après, au niveau, je peux même vous montrer maintenant au niveau graphique, vous allez voir que c'est pas encore si catastrophique que ça, parce que regardez, à court terme, on avait, rappelez-vous, ce gros range, on avait vu la dernière fois, on était en mode, est-ce qu'on va repasser encore une fois au-dessus? Est-ce que ça va être le moment où on va encore une fois se faire rejeter ou on va réussir le break? Et vous voyez, est-ce qu'on s'était fait rejeter ici, on était revenu ici, on était revenu ici, et là, du coup, on revient dessus et on s'est rejeté. Donc là, actuellement, on est juste dans un range où ça patiente. Mais si on casse ça à la hausse, ça risque d'être très très moyen pour les marchés et surtout aussi, forcément, pour la stagflation que je suis juste avant. Et ce qui fait peur aussi, c'est le fait que c'est la première fois depuis 2023 qu'on pourrait avoir une hausse des taux qui apparaît dans les tablettes des probabilités. Rappelez-vous, où en gros, on a souvent, on l'a pas ici, on a des tableaux de probabilité en fait d'avoir une baisse du taux ou des hausses des taux ou un maintien des taux. Et du coup, depuis 2023, on n'a que des anticipations de baisse des taux, vu qu'on est plus dans l'optique de relancer un peu l'économie que de gérer l'inflation, vu que l'inflation est déjà bien descendue. Et là, le truc, c'est que, alors on est encore loin que ce soit validé, mais vous voyez, on a les projections qui affichent désormais 10% de probabilité qu'on ait une hausse des taux pour le prochain FOMC. Et ça en dit long sur la situation, parce que quand en fait tu passes d'un truc où tu n'as quasi aucune chance que tu aies une baisse des taux, enfin une hausse des taux pour le prochain FOMC, parce que voilà, on est complètement focalisé sur la baisse des taux, et que là ça commence à s'inverser, qu'on a même l'anticipation, un 10%, une hausse des taux qui arrive, ça sent pas bon, c'est pas ouf. Parce qu'on a une situation qui est tellement en train de se dégrader que on est limite à devoir anticiper le fait qu'on a une hausse des taux alors que normalement c'était pas du tout prévu. Donc ça aussi à surveiller ce chiffre-là. S'il augmente, ça peut être quelque chose à vraiment suivre. Donc pour l'instant, tout ce qui est baisse des taux restrictifs et le QE, on peut attendre quelques temps. Et même si en fait, pour l'instant c'est la direction qu'a la Fed, moi ce que j'ai hâte de voir aussi, ça va être le nouveau chairman de la Fed. Rappelez-vous, on a un nouveau chairman qui a été validé, qui a été mis en avant par Trump. Ça aussi, j'ai hâte de voir comment ça se passe. Est-ce qu'il va suivre du coup les directions que met en place actuellement la Fed, ou est-ce que du coup il va partir complètement? On sait qu'il va faire restriction ultra forte des taux d'intérêt, mais du coup dans ce cas-là, au niveau de l'inflation, tout ce qui est inflation et tout, ça risque d'être très tendu. On verra. Donc voilà pour tout ça. Maintenant, on va faire un peu le point sur les graphiques, sur l'analyse technique, parce que vous allez voir que depuis la dernière vidéo, il y a pas mal de choses qui sont passées à court terme et ça a plutôt bien marché. Vous allez voir. Alors rappelez-vous, déjà, pour faire revenir dans la chronologie des choses, on avait la petite FEG H4 qu'on avait laissée. Donc on avait la grosse FEG weekly qu'on avait ici, et la petite FEG H4 ici, qu'on était venu, rappelez-vous, ici avec la mèche quasiment touchée, mais on ne l'avait pas touchée. Et du coup là, en fait, on est revenu dedans pour la valider. Et du coup, c'est parfait parce qu'on a validé la FEG Weekly, on a validé la FEG H4. En fait, on n'a plus rien à valider. Maintenant, l'objectif, c'était juste de combler ça et de repartir à la baisse. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai ajouté de la position à mon short, comme prévu, avec une moyenne d'entrée à 74 700 $. C'est-à-dire que par ici, au milieu de la FEG H4, 74 700 $, j'ai ajouté pas mal de positions à mon short parce que du coup, on était dans une zone qui était intéressante de shorter, je trouvais, par rapport à cette FEG-là. Et du coup, l'objectif, c'était de venir donc baisser et d'aller éventuellement former un rebond pour ensuite rebaisser. Du coup, voilà mon short. Et les gars, ça a pas loupé parce que regardez ça, le timing de fou. Je fais mon tweet et le jour d'après, regardez ça, là en daily, on se tape une giga baisse. C'est-à-dire que là, vous voyez, c'est la FEG H4 dans laquelle on était, donc FEG Weekly ici en gros, et le petit carré ici, FEG H4. Et du coup, j'ai ajouté masse de position à mon short ici à 74 700 $ au milieu de la FEG H4. Et regardez ça, au moment les gars où j'ajoute la position à mon short, bam, on chute assez fort. On se tape une énorme bougie rouge ici. On enchaîne 3 bougies rouges et du coup, on vient chercher à 7. Donc ça, c'est trop cool. C'est trop cool pour mon trade. Ensuite, je vous explique qu'il y a un petit rebond
dans la FIG Daily, juste en dessous, il y a un petit rebond à aller chercher dans la FIG Daily juste en dessous à 68 000 $. C'est-à-dire qu'ici, on a une petite FIG Daily qu'on pourrait aller chercher dans cette zone-là pour ensuite rebondir. Comme je vous montre ici, aller chercher ces niveaux-là, rebondir dans cette zone-là et ensuite remonter pour aller chercher la FIG Daily qu'on a laissé à 120. Du coup, la FIG Daily, hop, qui est juste là. Donc, vous voyez, c'est un peu ça le plan. Maintenant qu'on a cherché combler la FIG H4, on a chuté très fort comme prévu. Et là, l'objectif, c'était de chuter encore un peu plus bas ici, vers les 67 000, 68 000, et ensuite remonter pour aller combler la FIG Daily, et ensuite, du coup, redescendre. Donc, voilà, un peu le plan. Et du coup, encore une fois, les gars, c'est fou, mais c'est passé exactement comme on l'avait anticipé, c'est fou. Parce que regardez ça, du coup, on est bien donc entamé une plus grande baisse. On allait chercher plus bas vers les 68 000, 67 000. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai TP une partie de mon trade. J'ai TP 4 000 $ sur mon trade, environ 30% de ma position. Parce que comme j'expliquais dans le tweet d'avant, c'est qu'en gros, mon objectif, c'était de sortir une partie sur ce niveau-là pour anticiper du coup le rebond qu'il pourrait avoir revenir dans la FIG et replacer du coup le TP que j'avais pris ici dans la FIG et remettre du coup encore plus de position un peu plus haut et du coup optimiser mon trade pour voilà, sortir à ce niveau, re-rentrer ici plus haut avec plus de position par rapport au TP que j'ai pris là. Et encore une fois, du coup, les gars, ça n'a pas loupé. Vraiment, je sais pas ce qui se passe là au niveau des techniques court terme, mais les gars, c'est vraiment fou à quel point c'est respecté. Vous voyez, ça n'a pas loupé parce que regardez, j'ai pris mon TP là sur la FIG qu'on avait ici et regardez après, bam, on explose. Les gars, c'est quoi cette dinguerie? Du coup, bam, on explose. On va limite toucher la FIG Daily, mais on s'arrête juste avant. Et comme j'avais montré dans mon plan avant, l'objectif c'était quand même aller toucher la FIG Daily pour la valider. Mais vous allez voir que juste après, voilà, j'ai dessiné ça en disant que l'objectif c'était éventuellement corriger, puis de remonter pour aller toucher cette FIG. Et regardez, ça n'a pas loupé au niveau du graphique parce qu'on a du coup fait la mèche, on a corrigé un peu, et puis là, bam, on est remonté. Et on a du coup bien validé la touche dans la FIG Daily. Après, ce qui est clairement possible, c'est que là, du coup, on est venu corriger ici la FIG 5 en 5 minutes et puis bam, on a plongé et là en fait on est recherché la FIG qu'on avait ici en 1 heure, qu'on est venu combler et là on repart. Et là en fait, si vous voulez, il y a quand même pas mal de probas qu'on revienne dans la FIG Daily parce que c'est une grosse FIG Daily et je pense pas que ça suffise, si vous voulez, à combler la FIG Daily et qu'il y a quand même pas mal de chances qu'on revienne plus fortement dedans, peut-être vers les, je sais pas, 72 000, 73 000 $ et qu'ensuite on corrige plus fort. Enfin, en tout cas, c'est ce que j'anticipe de mon côté. Mais par contre, vraiment, les gars, giga props qu'on a eu depuis la FIG qu'on a comblé ici, c'est vraiment une dinguerie. Ça veut dire qu'on était là en train de combler la FIG H4 qu'on avait ici. J'ai dit que j'ajoute de la position short là. Rappelez-vous le dessin, l'objectif c'était de corriger comme ça. C'est exactement ce qu'on a fait juste après. Et après, je vous ai dit, l'objectif c'est encore descendre pour aller chercher la FIG ici. Je sors une partie ici, donc j'ai sorti une partie là. Et ensuite, l'objectif, rebondir, aller dans la FIG Daily et me repositionner ici pour repartir à la baisse. Donc pour l'instant, tout le mouvement qu'on a eu là, il a été parfait. Et du coup, moi, ça m'a permis de shorter ici, ressortir là. Et j'ai ajouté une petite position ici sur cette mèche. Et là, j'ai d'autres ordres en cours qui attendent dans la FIG Daily pour être pris avant de replonger. Donc voilà, ça c'est l'objectif. Après, encore une fois, ça peut s'invalider. Et si ça s'invalide, il faut regarder au niveau de la clôture Daily. Si vous voyez qu'on a un cours qui passe au-dessus de la FIG Daily, on a une mèche qui passe au-dessus de la FIG Daily, c'est pas grave, mais si on a une clôture Daily qui commence à s'installer au-delà des 73 300 $ ici, là ça va pas sentir bon, et là du coup pour notre short ce sera pas bon, et on va sûrement du coup attaquer un nouveau plus haut, et en fait aller former un plus haut, un deuxième plus haut, et éventuellement un troisième plus haut ici. Et que du coup le top qu'on a fait là, c'est pas le top qu'on pourrait faire de cette grande vague baissière comme ça, mais que le top est sûrement plus haut. Donc personnellement, moi ce que j'ai fait, c'est que je laisse mes ordres d'achat, de rentrer en short ici. Donc j'ai plus d'ordres de short ici si jamais on vient dedans. Et j'ai mon stop loss qui est juste au-dessus, vers les 74 700 $ exactement, à cet endroit-là. Donc pour ça, voilà, quand on dézoome en daily, on est toujours dans la même configuration. Rappelez-vous avec la tendance baissière ici en weekly, avec toujours pareil, on va chercher rebond, baisse. Et pour casser ça, il faut vraiment en fait casser cette dynamique de baisse ici en weekly et du coup en fait casser ce genre de niveau qu'on a là. Donc ça correspond bien sûr à la grosse FIG weekly qu'on a juste ici qui est assez balèze et donc il faut faire une clôture au-dessus de cette FIG des 84 000 $ pour valider un retournement de tendance et surtout le passage au-dessus du ruban weekly, même s'il a été pas mal moqué, il marche plutôt bien. Pareil sur le bull run, tout le long on l'a quand même bien respecté, tout le long, du moment où on est passé au-dessus, on est resté en tendance haussière à chaque fois qu'on baissait dedans. Et le moment où on est passé dessous, là on est parti dans une tendance baissière weekly. Et donc là c'est la même chose si vous voulez, on est dans une tendance qui est baissière weekly parce qu'on est sous le ruban. Et tant qu'on reste en fait sous le ruban, même si on vient dans la zone des 80 000 $ ici, tant qu'on reste sous le ruban, on reste dans une dynamique qui est baissière avec éventuellement rebond ici un peu plus fort. Et derrière on enchaîne à la baisse.
Et il faut vraiment voilà, passer ce ruban pour casser la dynamique baissière sur weekly et repartir à la hausse. Après, le truc que je me dis, c'est que si voilà, on prend 12 mois classiques pour faire le marché baissier, le bear market, c'est-à-dire que le bottom, il sera sûrement vers, je sais pas, septembre, octobre 2026, et du coup, on a encore le temps. Parce que, vous voyez, de septembre 2026, par exemple, ça va être ici. Donc, ça veut dire que, en vrai, c'est giga long. Ça veut dire que si on a un bear market classique comme à chaque bull run, ça veut dire que notre bottom de bear market, il sera à cet endroit-là. Je sais pas si vous vous rendez compte, en fait, comme c'est à quel point c'est long, en fait. C'est-à-dire que là, on peut très bien avoir, si vous voulez, actuellement, on peut direct partir à la baisse, ok. Le truc, c'est que si on part direct à la baisse et on pose le bottom là, et ben en fait, historiquement, le bottom, il est plus à cet endroit-là, en termes de time frame, et pas ici. Et du coup, ça veut dire que peut-être qu'on peut faire comme en 2022. En fait, en 2022, on a fait quoi? On a fait hop, un rebond comme ça, ensuite on a rejeté, on a commencé à stagner un peu, et là on a chuté, et là on a formé notre bottom avant de remonter. Donc on peut faire un truc comme ça, ou on peut tout simplement faire un rebond qui est plus gros, qui est plus piégeur. Par exemple, on remonte comme ça, on va bien haut comme ça, tac, hop, et finalement on redescend, et c'est là où on forme notre bottom en montée. Mais bon, après ça c'est dans le cas où on fait un bear market classique comme on a fait à chaque fois, et qui dure une bonne douzaine de mois. On peut vite fait check, mais regardez du top au bottom, le bottom il est ici. On a eu, regardez, 364 jours. Les gars, pile un an, mais vraiment pile un an. Et là, hop, 2018, du top au bottom, on a eu 364 jours encore, mais c'est fou. Encore une fois, genre au jour près, pile un an, les gars, à chaque fois. Mais c'est ça, parce qu'on commence au bottom à chaque fois fin d'année le top, et on reprend le bottom fin d'année encore d'après. Et on peut regarder 2015, vite fait, à mon avis, il était encore plus long celui-là. Je l'ai déjà ici, hop, du top au bottom. Alors, bottom, on peut le prendre ici, 413 jours, donc voilà, un peu plus d'un an. Et il y avait juste celui-là de 2011, alors là, ça remonte vraiment longtemps, qui était de 161 jours, donc de un peu moins de 6 mois. Mais ouais, en général, les phases de bear market, c'est quand même une bonne année chaque fois. Donc là, à moins que on anticipe le fait qu'on n'est pas dans un bear market et qu'on est juste dans une correction plus grosse que celle-là et qu'on fasse un truc comme ça, ok. Mais si on est bien dans un bear market classique, comme on l'a eu en 2018 et 2022, là, il faut vous attendre à qu'on ait un bottom plus tard, quoi, fin d'année, que d'ici quelques mois, quoi. Enfin, moi, c'est plutôt de ce, de ce, de ce plan-là sur lequel je pars. On peut aller voir rapidement les marchés tradis, parce qu'on a les S&P et tac, le Nasdaq qui sont un peu dans la même situation, vous voyez, c'est-à-dire qu'ils corrigent. C'est pas dramatique, c'est-à-dire qu'on n'a pas une correction qui fait peur au marché et qui est assez violente. On est juste dans une correction assez classique, mais qui tend quand même à être un peu plus forte que ce qu'on a eu sur une petite correction comme celle-là, par exemple, avec une petite correction un peu plus profonde, mais rien pour l'instant de très très grave. Vous voyez, ça reste une correction comme on l'a connu plein de fois, vous voyez, comme ici. Mais voilà, c'est à surveiller, parce qu'en fait, le problème, comme j'expliquais depuis qu'on est sur les tops des marches traditionnelles, c'est qu'en fait, on a un BTC qui corrige déjà pas mal, et que pour l'instant, les marches traditionnelles, ils n'ont pas fait encore grand-chose. Alors là, ça a quand même accéléré sur les dernières semaines, mais avant ça, ils étaient assez hauts. Et qu'en gros, il suffisait que les marches traditionnelles corrigent un peu plus, on a un BTC qui va encore plus corriger. Et là, c'est actuellement le cas. Alors, on a un BTC qui, pour l'instant, résiste plutôt bien par rapport à la baisse des marches traditionnelles. Pour l'instant, à court terme, sur quelques semaines, ça va. Mais comme à chaque fois, c'est toujours le même truc, c'est toujours la même rengaine. J'ai l'impression de le voir 10 000 fois à chaque fois. À chaque fois qu'il se passe quelques semaines, juste quelques semaines, où on a une marche traditionnelle qui descend un peu plus fort, et qu'on a BTC qui, lui, est dans son rebond et qu'il arrive à se maintenir, à chaque fois, il y a le même truc qui revient en mode ça y est, BTC c'était correct des marches traditionnelles, ça y est, on a BTC qui devient résilient par rapport aux marches traditionnelles, il va réussir à se maintenir et même à remonter et à aller contre tous monter. Mais à chaque fois, les gars, c'est pas le cas. C'est juste temporaire, ça dure quelques semaines. Et après, dès que ça accentue, ça descend un peu trop du côté des marches traditionnelles, paf, BTC récupère tout à la baisse. Et c'est très violent, en fait. C'est très d'un coup. Le truc, c'est que les marches traditionnelles, c'est très en mode, ça monte progressivement, puis ça descend progressivement, puis ça remonte progressivement, etc. Il y a moins ce genre de phase sur les marches traditionnelles. C'est plus en mode, on descend tranquille, on remonte tranquille. Alors que BTC, c'est très en mode, c'est hop, pas, hop, pas. C'est très comme ça, en fait. Et du coup, c'est pas parce que tu es dans cette phase de quelques semaines où tu as les marches traditionnelles qui descendent et que BTC rebondit, qu'après il va pas se taper une giga baisse et va rattraper le retard qu'il a par rapport aux marches traditionnelles. Donc voilà, du coup,
Hop, dollar, on l'avait déjà vu tout à l'heure, mais voilà, surveillez vraiment ce break-là, ce niveau-là est hyper intéressant. On peut très bien revenir là, encore une fois, ici en dessous. Donc ça aussi, c'est intéressant à surveiller, hein, voir si accélère à baisse. Mais en vrai, il y a quand même beaucoup plus de chances, je trouve, qu'il pète à la hausse qu'il pète à la baisse dans les conditions actuelles dans lesquelles on est au niveau du dollar. Et du coup, vraiment à surveiller si vous, si vous voyez que ça redescend et que là, hop, on casse ici. Ça, c'est vraiment hyper important parce que ça risque d'avoir un impact assez fort sur BTC aussi. Voilà pour tout ça. Ah oui, tiens, rapidement, on a Swissborg qui nous a ajouté une petite feature. Alors, je passe, je passe de truc à l'autre direct, mais je trouvais ça intéressant comme features. Je passe Ponto, juste j'utilise l'app Swissborg, si jamais d'ailleurs vous avez mon lien d'inscription. Et je trouve que ce qu'ils ont ajouté, c'est pas mal du tout. Ils ont ajouté Trigger Ordre, c'est-à-dire que vous pouvez commencer à placer des ordres limites d'achat sur BTC. Donc, c'est-à-dire que vous pouvez dire, voilà, j'achète à 50 000 $, j'achète à 40 000 $ à l'avance. Et au moins, quand le BTC descend à ce niveau-là, bah, paf, l'ordre est enclenché. Et du coup, ils ont ajouté aussi Stop Loss, Take Profit. Donc, voilà, hyper intéressant comme feature parce que Swissborg, c'est vraiment focalisé investissement. Mais du coup, le fait d'ajouter un peu cette option, bah, ça évite d'aller sur des plateformes un peu plus complexes comme Binance ou, je sais pas, Bitget, ce genre de plateforme qui a plein de features et c'est un peu le bordel, alors que là, du coup, c'est beaucoup plus ergonomique, c'est beaucoup plus facile à utiliser et du coup, on a directement ces features qui sont dans l'app. Donc, vraiment intéressant, comme d'hab, si ça vous intéresse, Swissborg, meilleure application pour, je trouve, l'investissement, vous l'avez en description. Je finis avec le commentaire du jour de Théo qui nous dit « Salut, je pense qu'on est pas mal à avoir de l'argent sur Bitget. Est-ce que tu pourrais refaire un point un peu plus détaillé sur ce qui va se passer pour nous les Français? Quelles sont les plateformes vers lesquelles on peut migrer l'avenir du BGB, BGP, mais à mon avis tu veux dire BGB, d'après toi, etc. » Alors, merci pour ton commentaire. Encore une fois, tiens, petit problème d'échange. J'ai l'impression que ça finit jamais entre la France qui a l'effet avec, qui a régulé Binance, ensuite Bybit, maintenant Bitget. Bon, Bitget, j'ai l'impression que c'est un peu différent quand même. Personnellement, vous voyez, moi j'ai encore mon trade sur Bitget, je vais le garder, c'est-à-dire que même là, si on arrive, la date, je crois, c'est le 31 mars, même, donc c'est dans moins d'une semaine, même si on arrive sur le 31 mars, moi j'ai gardé mon trade et je vais garder mon compte comme ça, je vais rien bouger. Parce que, perso, ce que j'ai fait, c'est que j'ai réussi à changer mon KYC. C'est-à-dire que vous pouvez aller dans, je crois c'est paramètres de sécurité, dans vérification de l'identité, et vous pouvez refaire votre KYC. Et moi, j'ai refait mon KYC, et du coup, j'ai enlevé mon KYC avec ma carte française, et j'ai mis ma carte de résident fiscale maltaise. Donc, si vous avez une carte de résident, peu importe laquelle soit, pas forcément une carte d'identité, mais une carte de résident, ça suffit. Et vous pouvez la mettre, et du coup, ça changera votre compte. Si vous n'avez pas ça, et vous avez que des documents français, moi, ce que je vous conseille de faire, c'est juste d'attendre de voir comment ça se passe, parce que pas forcément, vous inquiétez pas, Bitget va pas fermer votre compte et vous pouvez pas récupérer votre argent, vous inquiétez pas, mais moi, ce que je ferais à votre place, c'est je garde la Bitget comme c'est, je continue à l'utiliser comme d'hab, et en fait, vous attendez que la restriction soit là et que vraiment, ils vous disent, bah voilà, il n'y a plus moyen et vous devez du coup transférer votre compte. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que juste, vous aurez toutes vos cryptos et vous aurez juste à tout transférer sur d'autres comptes, d'autres échanges, d'autres wallets. Mais tant que vous n'avez pas ça, en vrai, vous pouvez garder Bitget et ça se trouve, ça mettra un peu plus de temps parce qu'ils ont dit 31 mars, mais ça peut se décaler parce que c'était déjà le cas, je me souviens avec Bybit ou je ne sais plus si c'est avec Binance, mais un des deux, où ça avait pris un peu plus de temps. Il y avait encore des négociations qui étaient faites pour changer quelques trucs. Donc voilà, c'est pas encore. Tant que vous n'avez pas encore l'obligation de sortir vos cryptos, moi je suis plus dans l'optique de me dire que voilà, je garde mes cryptos dessus, puis le moment où j'aurai pas le choix, là je sortirai. Après, si vous voulez sortir et aller ailleurs, moi je vous conseille Kraken. Même si Kraken, je n'en ai jamais trop parlé, vous avez aussi les futures. Donc si vous voulez faire les futures, que ce soit avec Bitget, ETH, les plus grosses cryptos avec de l'effet de levier, bah, vous pouvez. Et l'avantage de Kraken, c'est qu'ils sont régulés AMF. Ça veut dire que ça a été, je crois, dans les premiers à être régulés AMF. Ça veut dire que vous n'aurez pas de problème en tant que Français à aller sur la plateforme et vous ne serez pas emmerdé par la régulation qui vous oblige de sortir et de changer de plateforme. Donc ça, c'est l'avantage. Donc moi, j'ai commencé à tester un peu Kraken avec quelques trades pour voir comment ça se passait. Je vous conseille de faire pareil, de tester un peu de votre côté, et puis vous verrez si vous kiffez. Et après, le plus important, c'est de se mettre sur une nouvelle plateforme, tester, voir ce que vous en pensez, puis si ça ne vaut pas, vous changez. Et inversement, si ça vous plaît, vous restez. Donc je ne suis pas payé par Kraken personnellement pour vous en parler. Par contre, j'ai quand même mon lien d'affiliation qui est ici avec le code Europe15 que je vous conseille d'ailleurs de mettre si vous voulez vous inscrire parce que vous avez 15 € dès l'inscription de votre compte. Donc voilà, soit vous mettez Europe15 ici, soit vous passez par le lien que je vous mettrai en description. Et en gros, dès que vous cliquez sur le lien, vous arrivez sur la page ici, vous avez déjà le code qui est inscrit. Du coup, voilà, n'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous en pensez. Si d'ailleurs vous voulez que je vous fasse un tuto complet sur Kraken pour vous expliquer un peu comment utiliser la plateforme, je peux vous le faire aussi. N'hésitez pas à me faire vous des retours aussi sur la plateforme Kraken pour dire voilà un peu les défauts et les avantages que vous trouvez. Si vous voulez, moi je vous ferai un peu le récap de ce que j'en pense de mon côté. Enfin bref, voilà pour tout ça.
Encore une fois, n'hésitez pas à me suivre sur Twitter, sur X, parce que je vous mets toutes les infos, toutes les news de mes trades et de ce que j'anticipe sur le marché. Donc, n'hésitez pas à passer là-bas. Je vous ai toujours aujourd'hui. Moi, je dis à plus. Ciao!